Hello les bipèdes, coucou, c'est nous. Alors, dernière émission sur Annecy, on n'est plus que deux, hein, on en a perdu un dans le combat, ouais. Mon petit Néo, bienvenue. Bien, bonjour à tous, bonjour et bonsoir, et effectivement un petit tête-à-tête comme la première couverture d'Annecy en fait, on se retrouve un petit peu comme ça pour clôturer ce festoche. Ouais, alors voilà, on est samedi, début d'après-midi, il fait une chaleur à crever, nous sommes dans une brasserie, la brasserie du parc d'ailleurs, qu'on remercie de nous accueillir et de nous laisser faire ce podcast en terrasse. Alors j'espère qu'il y aura pas trop de bruit, de bruit de verre, de trucs comme ça, mais enfin bon, ça fait de l'animation, hein, comme on dit. Ambiance, ouais, voilà. Exactement. Alors, on va faire un petit peu le point sur ce qu'on a vu hier, c'est ce dernier jour. Dernière journée, ouais. Voilà, dernière journée, puis un peu le point sur le festoche, complet, un petit peu nos impressions résumées, et voilà, ça devrait pas être une grosse émission, enfin on dit ça à chaque fois en même temps, on va encore faire 2 heures 3 quarts. Alors on commence par quoi ? Déjà, on va commencer par rappeler que si vous voulez nous soutenir, il y a le Patreon, évidemment. Pour 1 euro, un peu moins d'1 euro, un peu moins de 3 euros, un peu moins de 5 euros, vous pouvez nous soutenir et du coup, juste avoir les émissions un petit peu en avance, etc. Il y a aussi un Spreadshirt et un PayPal. Et il n'y a pas que les émissions en avance, voilà. mon petit Néo. Cette fois, ce n'est plus une promesse. On les a. Elles sont dans la boîte. Il y aura des émissions tout à fait spéciales et uniquement pour les Patreons. Qui seront bien sympathiques. Exactement. Parce que vraiment les trois sont très différentes, sur des thèmes très différents et avec des personnes très différentes. C'était vraiment cool. Donc voilà, il y a à savoir qu'à partir de 1 euro du coup par émission, c'est même pas par mois, c'est par émission. Enfin, en gros, c'est par mois, mais parce qu'on fait une émission par mois. Mais voilà, donc voilà, vous aurez accès à ces émissions cool, vraiment très cool avec des invités vraiment super. Donc, eh bien, on espère en faire d'autres aussi. On a plein d'idées. C'est vrai que ce festival a été top pour ça parce que ça nous a donné plein de contacts et plein d'idées pour faire plein d'autres émissions et plein de contenus super top. Ça a permis de remplir le panier aux émissions, c'est clair. Le panier aux émissions. Donc, on va commencer. Alors moi, j'ai fait. C'était quand ? Donc, c'était hier matin. Je suis allé à une conférence sur comment produire avec Unity, comment faire son workflow et son pipeline avec Unity. Donc il y a un des acteurs émergents en fait des derniers de ces dernières années par rapport à la production de films et de séries et de contenu en CG. Quand tu dis production, c'est aussi fabrication, hein. C'est vraiment tout faire dans Unity, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. Parce que Unity à la base c'est un moteur de jeu, hein, qui est quand même relativement connu et qui permet notamment de faire pas mal de jeux indés. Et puis ils se sont dit d'un coup, parce que on a discuté avec pas mal de gens de chez Unity du coup, mais on vous racontera dans quel contexte et vous allez voir, c'était pas les moindres. Ils se sont dit pourquoi est-ce que finalement le jeu est pas si éloigné que ça de la production d'animation, et ils se sont dit allons-y, on va chercher, on va voir, et ils ont du coup créer des outils, créer des choses, parce que l'animation elle y est, la gestion des caméras elle y est, enfin voilà, la gestion des assets, alors c'est pas tout à fait la même, mais c'est quand même un peu la même entre le jeu et l'animation. Du coup, c'est comme ça qu'ils se sont lancés, donc ils sont vraiment émergents, hein, ils sont conscients d'être pas balbutiant, mais d'être quand même tout jeune dans cette industrie de l'animation. Donc ils acceptent les erreurs, ils acceptent que ils aient pas tous les trucs comme il faut, mais ils écoutent beaucoup, et ils étaient justement là à Annecy, c'était je crois la première année où ils étaient là à Annecy, pour justement recueillir toutes ces infos, tous ces retours d'utilisateurs. Et ce qu'ils nous ont montré, alors il y a déjà des prods qui tournent sous Unity justement, parce qu'il y en avait une qui était en exemple, une boîte belge. Je vous mettrai le nom, voilà, les liens et le nom dans les notes de l'émission comme d'hab, parce que là il fait chaud, on est fatigué et j'ai oublié de noter. Bon d'accord. Et alors c'était intéressant. Ah quand même, parce que quand t'es sorti, t'avais pas l'air super convaincu. Non, alors je reste pas convaincu, clairement. Mais ça c'est mon opinion personnelle qui n'engage vraiment que moi et une ou deux autres personnes avec qui j'en ai discuté. Mais c'est pas.
c'est bien dans l'intention est là. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite intro en disant ils sont conscients que c'est des nouveaux acteurs, que ils sont qui doivent et qui sont perfectibles. Et du coup oui, il y a effectivement des choses à améliorer. Comparé à Unreal, ils sont un peu en retard. Enfin, ils sont pas encore au même niveau, quoi. Comparé à Unreal, oui, ils sont un poil en dessous, enfin un poil plus jeune. C'est ça, voilà. J'ai pas envie de dire un poil en dessous en termes de qualité de machin parce que je n'ai pas testé. Ouais, bah, je n'ai vu que les démos et on sait ce que c'est que les démos. Regardez comme c'est bien, regardez comme on est les meilleurs. Ouais. Mais dans l'exemple qu'ils nous ont montré, alors c'est vrai que c'est très beau, hein, vu la dernière bande-annonce, enfin le dernier trailer qu'ils ont fait, qui s'appelle Enemies, donc pareil, la note de l'émission, patin couffin, c'est hyper beau. Et sachant que là-dedans il y a une nana, enfin une fille, pardon, faut que je fasse gaffe, une femme qui est le personnage principal, et c'est pas du live, je veux dire c'est vraiment une personne en CG. Ouais. Voilà, ouais. c'est comme MetaHumans chez Unreal. Ouais. Donc vraiment tout est full CG dans cette démo et c'est très très beau, on est d'accord. Après, comme je disais, c'est comme toutes les démos, on sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas combien de temps ça a mis, on sait pas quel était le temps de calcul, alors c'est du temps réel soi-disant. Je pense pas, parce qu'ils nous ont dit par exemple que les cheveux de cette personne, enfin de cette personne virtuelle, ont été faits sous Houdini. Et okay. Après intégrés, réinjectés dans Unity, etc. Donc oui, c'est pas que du full Unity. Ne vous dites pas que vous allez faire Enemies avec que Unity. Non, ce n'est pas vrai. Chez Unreal, c'était un peu pareil d'ailleurs. Hein. J'en ai reparlé hier soir avec d'autres gens. Ouais. En fait, je me rends compte qu'ils nous ont pas du tout montré en fait si ça avait été du précalculé, si c'était vraiment. On n'a pas vu tant de trucs j'allais dire in-game dans le logiciel, quoi. Tu vois, on a vu des trucs finis. Et je me demande à quel point c'était effectivement peut-être un petit peu bullshit, et le fait qu'il y avait encore du précal derrière, encore un peu une passe de, tu vois, à quel point le temps réel avait pris le pas sur la fabrication classique. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on voit, je pense qu'il y a, en tout cas sur Unity, après Unreal, je ne sais pas, mais en tout cas sur Unity, par rapport toujours à ce petit court métrage démo Enemies, lorsque le personnage principal tient le personnage, enfin la pièce d'échec dans la main, et que la pièce d'échec prend feu, tout ça c'est vraiment du temps réel. Okay. Il nous a dit c'est pas du bullshit, c'est pas du précalque, c'est vraiment du temps réel, et c'est comme ça, où il y a pas une couche de Nuke ou de Houdini et qu'on a caché habilement. Ils ont parlé non, un pas peu du tout. de la machine aussi qu'il y avait derrière ou pas? Non, parce que c'est ils souvent en ont des pas technos parlé. Comme ça. Moi je me souviens qu'il y avait Pixar qui avait fait ça aussi avec leur je crois que c'est à l'époque de Monster Academy, où ils avaient montré cette espèce de rig où t'avais Sully entier avec tous ses poils en temps réel, animable dans une scène et tout. Tu dis ouais, attends, mais c'est pas possible, c'est quoi la bécane qu'ils ont derrière, tu vois? Ouais, c'est un super calculateur de... Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours un peu le mystère en fait, ce truc, c'est assez marrant. Alors ils en ont pas parlé, et puis j'ai pas réussi à avoir d'infos là-dessus, mais bon, voilà. Alors après, au niveau workflow pipeline avec Houdini, j'ai trouvé moi qu'il y avait beaucoup d'allers-retours entre pas Houdini, pardon, qu'est-ce que je raconte, Unity, entre Unity et d'autres logiciels. Par exemple, à un moment, il montre pour pour un autre court-métrage, donc là du studio belge, il disait alors là on commence avec les assets, machin, tout ça dans Unity. Et puis après, pour faire le layout comme au niveau des caméras, machin, c'est un peu mieux. Là on renvoie tout dans Maya. Et puis après on renvoie le reste dans Houdini pour faire l'animation. Et puis après on va un petit peu dans machin. Et puis après on fait un peu de... Et du coup, il y avait énormément d'allers-retours, et c'était quand même un peu usine à gaz, même s'ils avaient des outils de synchronisation, machin. D'ailleurs, j'ai pas bien compris à quoi servait un outil qui s'appelait Sync. Je sais pas si c'était une espèce de traducteur entre les différents DCC, Digital Creation Content. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les Maya et compagnie, les logiciels de 3D. Et du coup, voilà, c'était assez flou, et ça avait l'air quand même
pas simple, quoi. Un peu bordélique, ouais. Ça avait l'air pas simple, donc mais en discutant avec eux après, oui, ils s'en sont conscients. Ouais. Ils en sont conscients et ils veulent vraiment faire des efforts là-dessus, bosser là-dessus. Donc tant mieux. Après, à voir. Après, c'est vrai que le côté temps réel qui marche très bien, machin. C'est un peu la même techno qu'Unreal, quoi. Voilà, c'est clairement, c'est les deux. Oui, pardon, c'est les deux. C'est les deux du temps réel. Même en fait, voilà, c'est les deux gros acteurs du temps réel qui fonctionnent très bien en temps réel. Mais après, sauf que Unreal avait l'air d'avoir beaucoup plus l'ambition d'avoir un pipe complet dedans que Unity, de ce que j'entends, quoi. Exactement. Mais alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que Unreal est déjà beaucoup plus gros, enfin Epic est déjà quand même beaucoup plus gros et fait déjà des trucs beaucoup plus qualitatifs, ne serait-ce qu'en jeu depuis beaucoup plus longtemps que Unity. Et Unity vient de racheter Weta. Enfin, Weta. Oui. Attention, Weta, la partie dev de Weta, mais qui est quand même une énorme partie, et c'est quand même des énormes acteurs de la CG. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec eux, parce que c'est quand même tout frais, ce rachat. Donc potentiellement, il y a, je pense qu'il faut les surveiller. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas un adepte, je vous le dis clairement. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment à surveiller parce que c'est les technos qui vont émerger. Ce que je trouve intéressant par rapport à Unreal, c'est que justement le fait qu'ils aient acheté Weta, c'est des gens qui font du film déjà. Alors que Unreal... Unity, tu veux dire? Non, enfin Weta. Que Unity a racheté la branche dev de... Exactement, ouais. Et en fait, ça veut dire que ça va ramener du monde du film. Du monde du long, etc. dans le truc, parce que le problème chez Unreal, moi, que j'ai beaucoup senti, j'en ai beaucoup parlé dans l'émission d'avant, pour ceux qui n'ont pas encore écouté la partie 2, je vous invite à l'écouter, vous verrez à quel point je suis salé. Mais c'est que ouais, on sent qu'il y a une vraie culture jeu vidéo derrière et que du coup, je sais pas, ça risque d'apporter, enfin, de faire du bien à Unity, de se placer encore dans un autre créneau et d'avoir peut-être des outils qui seront plus adaptés à la narration, vraiment, plus qu'à l'interaction en tant que telle. Donc voilà. Tout à fait. Exactement. Bon, après Unity, t'as fait quoi? Donc Unity, très bien, machin, tout ça c'est joli, mais après j'ai vu une conférence sur comment animer, enfin l'animation sous Houdini. Ouais, alors moi j'étais super curieux et tout, alors puisque nous étions en train d'enregistrer quelque chose pour nos chers Patreons, Patreobipèdes, je n'ai pas pu assister au début de cette conférence, je suis arrivé un peu à la fin. Moi j'avais l'impression que c'était surtout bouger des persos, mais avec la façon Houdini, c'est-à-dire que c'était que des persos qui se déformaient, qui fondaient, qui machin, enfin voilà, des trucs avec des fluides de partout. Est-ce que c'était ça toute la présentation ou pas du tout? C'était ça parce que le réalisateur qui faisait, parce que c'était un réal de court-métrage, de petites capsules de pub et tout ça, c'était son kiff en fait. C'était de faire des personnages qui sont un peu flubby, un peu voilà, qui donc je vous mettrai d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle Dance of the Ding Dings, non la marche des Ding Dings, c'est très drôle, c'est très voilà, le mec on sent qu'il s'est éclaté à ça. OK. Mais c'est des personnages effectivement comme si c'était un peu pâte à modeler, truc gonflé. Il y a toujours une histoire de fluide derrière, de simulation. Mais machin. Parce que c'était son truc. Ouais. Tu vois, c'était vraiment sa patte de réal. Ouais. Et qui s'éclatait. Alors effectivement, il y a des trucs qui sont super jolis, super chouettes. Enfin voilà, mais c'est vrai que c'était très caoutchouc. T'as du mal à le voir comment ça va être exploité en fait derrière, dans un long, dans un court. Exactement. Peut-être dans un cours expérimental pour le coup. Ouais. Voilà, c'était de l'anime expérimental, vraiment. Mais ce qui n'empêche qu'il disait on peut animer des choses très beaucoup plus, comment dire, pas constantes, je suis désolé, j'ai pas les mots. Comment ça, constante, ouais. Non mais beaucoup plus consistantes, voilà, j'ai oublié une syllabe. Beaucoup plus consistantes, donc vraiment des vrais personnages, etc. Parce que faire les au niveau du rigging, au niveau de l'animation, etc. C'est relativement simple de le faire, et surtout le côté nodal de Houdini apporte une réelle plus-value à j'ai besoin de retoucher un truc, ou j'ai besoin d'activer quelque chose, j'ai besoin de paramétrer au quart de poil, j'ai besoin d'expérimenter. Il a par exemple montré un node d'animation secondaire. C'est-à-dire que c'est un petit node qui vient se réintercaler par rapport à une animation, à un cycle de marche par exemple, et donc on va sélectionner dans ce node les parties qui vont être influencées
pour être en animation secondaire, pour avoir une espèce de rebond un petit peu de voilà, par-dessus l'anime de base, c'est ça que tu veux dire? Par-dessus l'anime de base. D'un anime layer Exactement. dans Maya, en fait. Ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, qui est alors anime layer, oui, mais paramétrable et surtout automatique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que en fonction de la vitesse de marche, de la je vois ce que tu... Oui. Comment dire, la partie simu va prendre le relais de l'amplitude ouais. du mouvement, et ben l'animation secondaire va être en rapport avec ouais. cette amplitude. Ouais, ouais. Mais on va pouvoir régler l'influence. Mm-hmm. Du coup, augmenter ou baisser hyper rapidement et enfin vraiment avec un taquet quoi. Et puis instantanément pour voir comment ça marche. Tu pourrais imaginer faire un close par exemple. Tu fous un vêtement sur un perso et en fait toute la simu du vêtement elle suit l'anime. Exactement. Ça a l'air assez ouf quand même. C'est un genre de truc comme ça. Donc du coup, ne plus trop s'emmerder avec l'animation secondaire. Mm-hmm. Voilà, ça toute peut proportion gardée. Toute proportion gardée, on est bien d'accord. C'est comme d'habitude en fait, tous ces trucs automatiques marchent jusqu'à un point où tu as envie d'un truc très spécifique. Au final, il vaut mieux le faire à la main, ça va plus vite. Alors, que de faire 50 000 itérations et trouver celle que tu veux, quoi. Oui et non, parce que tu peux aussi affilier ce node d'animation secondaire peut-être juste à une partie de ton rig, à une partie de ta géo, et en avoir beaucoup pour pouvoir régler les différentes influences au fur et à mesure. Donc ça, c'est plus un travail de rig que un travail d'anime. Et après, l'anime, eux, ils vont régler les taquets, etc. Donc mais voilà, il y a tout un truc comme ça. En fait, c'est ce qu'ils ont déjà en close. C'est-à-dire que quand les mecs font du close ou du R, tu vois, ils mettent des paramètres, ça part. Et après, si toi t'as envie d'un truc très spécifique, tu prends la main dessus, en fait. C'est vrai. Et c'est un peu ce principe-là, quoi. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était encourageant. Et après, il faut bien se dire que c'est une nouvelle façon d'animer. Alors, je sais très bien que les animateurs, tu ne me contrediras pas là-dessus, mon petit Néo. Moi, je ne contredis rien. C'est que c'est forcément révolutionnaire, en tout cas. Oui, enfin révolutionnaire peut-être pas, mais en tout cas différent. Dans le sens, oui. Voilà, mais et je sais que les animateurs n'aiment pas changer leurs habitudes. Mm-hmm. Et après, on a discuté avec la personne en charge, un senior développeur de chez Side Effects, qu'on salue d'ailleurs, Paul Fratesi, qui ne nous écoute absolument pas puisqu'il ne parle pas français. Mais ça nous fait plaisir, c'est du name dropping, c'est gratuit. Lui, en fait, il nous expliquait que justement, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont totalement conscients du fait que Houdini n'est pas animateur friendly. Ouais. Il y a ce qu'il faut pour animer, mais c'est pas animateur friendly. Ça commence à être rig friendly et voire très friendly. Mm-hmm. Mais au niveau de l'animation, ils sont en train de bosser et ils disent dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait pas le temps que ça va prendre, mais on est vraiment en train de bosser cette partie-là à donf pour justement simplifier le travail des animateurs via le rig, le dev, pour pouvoir faire uniquement de l'artistique et de la création d'animation. Avec une certaine ambition quand même. Il disait qu'il voulait... il y a des choses à changer dans le process d'animer aujourd'hui. C'est pas possible. On anime toujours comme il y a 20 ans. Il a pas complètement tort. Et ça va être compliqué de faire changer ses habitudes parce que bon, après de toute façon l'animation ça reste de l'animation, je veux dire c'est des pauses qui se suivent les unes derrière les autres et du spacing, du timing et tous les principes de l'anime forcément. Mais dans la technique effectivement il disait qu'ils bossaient là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps parce que ce qu'ils veulent c'est pas juste faire un Maya++, c'est vraiment faire effectivement soit friendly, que des gens qui viennent de Maya puissent basculer là-dessus, mais trouver des nouvelles façons d'aborder cette animation effectivement en intégrant le plus friendliest possiblement, ça veut rien dire mais vous avez compris, les nodes justement et tout ça, toute la partie technique, on en avait parlé un peu avec lui, c'est que nous en général en anime, dès qu'on nous parle techos, on n'a pas envie quoi, tu nous parles de potard, vas-y laisse-moi tranquille, moi je veux juste faire bouger mon personnage. Bien sûr. Sauf que lui avait l'air d'être persuadé qu'il y a des choses très importantes, très intéressantes là-dedans, et voilà c'est là-dessus qu'il bosse pour essayer de faire un truc friendly et en même temps nouveau quoi. Oui, et nouveau et qui ne soit que la transition, parce que tu disais qu'il soit, enfin que quand les animateurs viennent de Maya ou autre, ou Blender ou quoi, qu'ils soient pas perdus. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas que la transition soit très facile. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'entendais par là. Voilà, pas que ce soit un Maya-like ou un Blender-like qui finalement
on fait la même chose. On va faire les pauses clés, on va retoucher les courbes, enfin, grosso merdo, hein, je caricature, mais voilà, on fait la même chose, que ce soit Blender, 3ds Max, Maya ou autre. Voilà. Mais eux veulent vraiment, comme tu disais, voilà, faire une nouvelle manière d'animer tout en étant novateur. Bah, c'est là où moi je suis très curieux parce que, comme je te dis, hein, je vois pas le truc. L'animation, c'est de l'animation. Il y a pas de mystère, je veux dire. Donc après, c'est plus comment intégrer tout ça. On le sent bien de toute façon. C'est comment intégrer toutes les trucs de Houdini dans l'anime et à quel point on va pouvoir se charger nous d'animer des trucs. Je pense par exemple, tu vois, sur le projet sur lequel je travaille, il y a un personnage qui a des grandes nattes bleues, voilà, sans la nommer. Commence par un J, ça finit par un X. Voilà. Et tu vois, bon bah normalement ce genre de truc on fait ça avec une chaîne de dynamique. Et puis après voilà, bah finalement il y a beaucoup de moments où on préfère l'animer à la main. Puis des fois il y a un peu un mélange des deux, etc. Et puis forcément le directeur d'animation lui il veut un truc. Et puis la Simus sort autre chose. Et puis ça ressemble pas. Et puis ça fait des allers-retours. Et je pense que ça c'est peut-être ce genre de truc qui va l'éviter et trouver un système qui puisse permettre d'avoir le meilleur des deux mondes et tout de suite valider en animation quoi. Ouais, tout à fait. Donc je vous mettrai dans les notes aussi justement pour ceux qui sont un peu Houdini nerds ou qui veulent s'intéresser un petit peu à ça, parce que justement le réal était là parce que il a fait plein de choses et surtout il a fait des tutoriels sur la manière dont il a fait tel ou tel personnage, dont il a fait telle ou telle animation, mais vraiment from scratch, c'est-à-dire qu'on peut refaire ce que lui a fait, en gros. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un côté communauté. Moi j'avoue que c'est ça que j'aime bien aussi chez Side Effects et Houdini, c'est vraiment une très grande ambiance de communauté et de partage. Il est très demandeur de retour, il a un Discord et tout. Ouais. Et là du coup, donc là, voilà, il y a tout un tuto vraiment pour faire du modeling jusqu'à l'animation finale et le rendu. Donc en passant par le rig et en passant par l'animation. Donc tout bien expliqué. Donc voilà, vous aurez tout ça sur les notes de l'émission. Voilà. Ça c'était pour Houdini. Et je rêve d'une émission sur Side Effects et Houdini, mais quelque chose me dit qu'on a fait quelques contacts. Un nouveau teaser, allez, chaque émission il y a un teaser de plus, hein. Notez ça sur vos tablettes puis vous direz dites donc, on l'avait pas fait ça. Alors, j'ai assez parlé, j'ai assez saoulé les auditeurs, maintenant c'est à toi de les saouler mon petit Néo. À moi de les saouler, ouais, mais je vais les saouler avec un truc extraordinaire en fait, parce que à part que j'ai bouffé un burger en 5 minutes en courant. J'avais tellement pitié de toi. De Bonlieu à la salle Pierre Lamy, on a eu l'occasion de voir un work in progress sur un film d'animation tout à fait original qui s'appelle Oni Thunder God's Tale. Un petit film non pas un petit film, déjà c'est pas un film, c'est une série de 150 minutes de footage dont ils nous ont parlé, donc après 2h30. Et c'est une série en fait qui est faite par Tonko House, qui avait fait pour ceux qui connaissent The Dam Keeper, un petit cochon et un renard. C'est japonais. C'est japonais. Complètement japonais. C'est des anciens de chez Pixar qui sont partis, qui ont fait leur boîte, voilà, et qui sont talentueux manifestement. Et parce qu'ils nous ont montré un petit peu leur démo reel et tout, ils font plein de trucs très 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 différents. Et là, c'est un projet encore plus différent, j'ai envie de dire, parce que donc c'était censé être un projet en stop motion. Ils ont fait leur pilote en stop motion. Et en fait, bon, évidemment, ça a plu à tout le monde parce que c'était un truc incroyable et ils ont commencé à faire un truc qui est devenu beaucoup trop grand pour du stop-mo. Ils avaient pas le matos, ils étaient pas forcément super à l'aise avec la méthode et tout. Ils se sont dit bon, on va plutôt aller sur de la 3D parce que nous on connaît bien. Et ils se sont sortis les doigts pour vraiment ramener ce style stop-motion dans les textures, dans les lumières, dans les cadrages, dans l'animation. Puisque déjà c'est animé en deux comme on dit, donc 12 frames par seconde plutôt que 24 frames par seconde, donc il y a la moitié des images si vous voulez, donc ça donne déjà de base cet effet un petit peu saccadé qu'on a en stop motion. Et dans les rendus c'est incroyable, il y a vraiment on a l'impression encore de voir les petites peluches de laine sur les corps des personnages et tout, c'est vraiment vraiment super joli, les designs sont vraiment super mignons. Et donc pour vous pitcher un petit peu le projet, c'est vraiment, ça baigne dans le folklore japonais. Un folklore japonais qui est bourré de centaines et centaines d'espèces pas de monstres, mais oui, on a la limite des Pokémon presque, tellement il y a des trucs, il y a un parapluie avec des yeux, il y a vraiment des trucs complètement loufoques. Mais l'idée, voilà, c'est une petite fille qui a été retrouvée par ses êtres en fait, et qui va devoir trouver son chemin pour aller, pour découvrir quel est
son esprit à elle, tu vois. Il y a tout un truc comme ça. Alors je suis pas très précis parce que je me souviens plus exactement. Oui, mais c'est une série. Je pense que ça se développe aussi voilà, au fur et à mesure des exactement. épisodes. Donc voilà, il y avait un petit effet Ghibli, pardon, dans la série. C'est vraiment très bien réalisé, très touchant, avec de l'humour subtil, avec vraiment c'était très surprenant. Tout le monde est sorti avec des étoiles dans les yeux. On a eu la scénariste japonaise qui est venue du Japon juste pour nous en parler. Génial. C'était incroyable. Alors oui, le gros morceau aussi qui était hyper intéressant dans ce Work in Progress, c'est qu'on a vu quelques petits extraits, mais on a pu parler aussi de comment ils ont procédé, parce que c'est un projet qui a été fait quasiment entièrement en remote, parce qu'il a été fait donc en télétravail, entre 2020, 2019, 2020, 2021, etc. Ils ont pas encore fini, là ils sont en train de faire les derniers rendus. Et le truc surtout, c'était avec une population du monde entier, en fait. Oui, une vraie prod internationale, quoi. Voilà. Mondiale. Et le truc qui est très subtil, c'est que l'idée, en fait, le message derrière toute cette série, c'est vraiment ce côté, comment, mince, j'ai perdu le fil. Pour vous dire, on a la serveuse de la brasserie qui vient nous apporter des glaçons parce qu'elle tellement la pitié de nous. Elle a senti qu'on fondait sur place. Vous allez avoir le bruit des glaçons, comme on dit. Oui, ça y est, je vois. Le réalisateur, donc Dice, je ne sais plus son nom de famille, malheureusement. Lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était raconter. C'est un Américain japonais, en fait. Tu vois, il est un peu dans les deux camps. Et il se disait que quand il est aux États-Unis, on le prend pour un Japonais, et quand il est au Japon, on le prend pour un Américain. Et il y a ce côté un peu, il a jamais réussi à trouver sa place, etc., machin. Et donc il y a toute cette thématique dans la série, en fait, de trouver sa place, peu importe qui tu es, machin, hein, voilà. La scénariste japonaise, qui est une énorme scénariste japonaise, pareil, elle a le même historique. Et en fait, le truc qui était intéressant, c'est que cette nana a écrit tout le script en japonais et elle l'a fait traduire. La langue principale de la série est en anglaise, en anglais, pardon. Et du coup, il a fallu transcrire toutes les nuances du japonais, etc., dans un script en anglais. Et vraiment, on a posé la question du coup comment ça a été et tout, comment est-ce que ça a été compliqué, machin. Et en fait, elle disait un truc super touchant aussi. Elle disait en fait, si je parle d'un sentiment ou d'un feeling, peu importe la langue, ça passe en fait. La langue n'est plus une barrière quand tu commences à parler d'émotions. Ça, on était tous là, trop beau. Oui. Donc voilà, il y a tout, si tu veux, il y a toute cette ambiance autour de ce projet qui est vraiment touchant, tendre. Oui, ça a été un projet dur parce que c'est une série avec peu de budget et qui va à fond. Et en remote. Et en remote. Mais voilà, ils ont vraiment réussi, je trouve, ce style stop motion en 3D. Et voilà, ça va sortir sur Netflix d'ici la fin de l'année, ils nous ont dit. Ouais, c'est pour quelle tranche d'âge ? Tout public, je dirais. Vraiment. D'accord, c'est pas du preschool, c'est. Non, oui, alors oui, c'est forcément, c'est comme un Ghibli, tu vois, c'est-à-dire que les gens qui aiment pas trop ça vont te dire que c'est pour les enfants, mais on sait bien que l'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Et non, il y a vraiment un peu de, c'est vraiment tout public. En tout cas, dans l'animation et dans les trucs, ça gueule pas dans tous les sens, ça fait pas des blagues de prout, voilà, c'est vraiment pour tout public. Voilà, Oni. Thunder God's Tale, c'était vraiment incroyable, une des très 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 belles surprises de ce festival. Et vous pourrez en savoir beaucoup plus si vous êtes Patreon Biped, puisque on a eu la chance d'avoir, je le dis ou pas, vas-y, putain. d'avoir en interview la productrice manager du projet, voilà, Lise Marie Amar. Et voilà, cette petite émission, elle a été enregistrée hier, elle était très très cool. Donc voilà. 1 euro. Je glisse ça comme ça. Oh, les vilains, ils font la manche. Ouais, grave. Alors, t'as parlé de Prout, moi je veux parler de Buzz. Oh, la transition de merde. Superbe. Non, mais alors oui, parce que j'ai eu la chance, et grâce à toi, Néo, finalement. Et ouais, je devais y aller, puis lui, il avait pas réussi à avoir sa place et tout. Et puis en fait, dans le rush, j'ai fait, allez-y, tiens, prends mon accrède, moi je vais voir Oni, toi tu vas voir Buzz, let's go. Voilà. On a échangé les accrèdes, c'est pas bien, mais en même temps, il y a une place et puis oui, voilà. Il y a une place de libre. Et donc je suis allé voir en avant-première Buzz Lightyear. Enfin, plutôt Lightyear, puisque c'est le nom de en français aussi, du film. Non, c'est Buzz l'éclair. D'accord, ok. Voilà, le titre c'est Buzz l'éclair. Donc c'est quoi ? Eh ben oui, remarque, en même temps, je vous dis ça, mais à mon avis, vous devez savoir. Donc c'est... Merci la moto. C'est Buzz voilà, qui passe. Il vient de passer avec sa navette. Vers l'infini et au-delà. Ça part en vrille. Non, alors Buzz l'éclair, donc... Qu'en as-tu pensé ? Recontextualisé à Toy Story,
Remettre Buzz l'éclair dans le contexte dans de le Toy contexte de Toy Story. Story. On nous met dès le début, mais dès les premières secondes, dans le contexte. C'est-à-dire que avant n'importe quelle image, on a un carton, ce qu'on appelle un carton, voilà, de l'écriture sur un écran noir, avec marqué en 1995, Andy a eu un jouet Buzz l'éclair adapté d'un film. Et voici ce film. Ah, ok. Voilà, donc malin, en gros, malin. C'est le film qui a permis de sortir le jouet Buzz l'éclair. Ils ont préparé le terrain. Voilà, donc on sait qu'on est dans un film, d'action et dans un film de science-fiction, et du coup voilà, donc il y a plein de petits clins d'œil justement avec Zurg, etc. Alors clairement, c'est un film d'action. Faut pas s'attendre à de l'émotion comme il y a dans Toy Story, où à chaque fois on a la petite larmichette et on a les éclats de rire. Là, on est dans de la pure action, voire peut-être des fois un poil trop. Parce que l'enchaînement des actions, c'est action sur action sur action sur action, avec de temps en temps une petite respiration et encore une action, et du coup wow. Bon. Ouais, il y a pas ce truc dans le trailer, il y avait presque l'impression qu'ils étaient en train d'humaniser le personnage, d'en faire un vrai personnage profond, qu'on allait avoir sa psychologie, etc. machin. Il y a pas tant ça. Il y a dedans, une quoi. certaine psychologie, un truc, mais il y a pas le fond, et je pense l'écriture ou la réflexion surtout à laquelle Pixar nous avait habitués. Ils sont vraiment dit, on va faire le film d'action qui vend le jouet, quoi. C'est limite Jerry Bruckheimer présente, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté-là. Alors sans toutes les explosions, quoique il y en a quand même pas mal. C'est presque, on se cache même plus qu'on vous fait des films pour vous vendre des jouets, quoi. Alors non, parce que en même temps, je suis pas sûr qu'il y ait tant de merch que ça, puisqu'en fait il y en a tellement autour de Toy Story et de Buzz l'éclair, etc. que, alors oui, il y aurait le personnage du chat robot, voilà, qui est bon, éventuellement, mais en tout cas l'histoire est intéressante, reste quand même intéressante. C'est un très bon film d'action, très sympa. Alors ça a de la gueule, non, de fou. Je passe sur la qualité, parce que quand tu passes 6 ans sur un film avec Illimited Budge. Oui, oui, forcément, avec les machines de Pixar et les devs de Renderman qui sont à côté, et d'un coup tu fais les gars, on n'arrive pas à faire ça. Ouais, hold my beer, attends 2 secondes, je te le fais. Voilà. Bon bah oui, forcément, c'est magnifique, c'est beau, les lumières, les machins et la mise en scène aussi. La mise en scène est bien, oui, bien sûr, mais après c'est un film tout. d'action, donc il y en a plein. Enfin, tu vois, ils sont inspirés de beaucoup de trucs, il y a alors peut-être pas des références, mais en tout cas plein de choses qui marchent bien. Enfin voilà, c'est un film qui tourne, qui roule bien. Voilà, c'est un bon gros divertissement, super. On est dans un truc de SF, il y a des plans un peu comme ça, grands, iconiques, à la 2001 ou à la je sais pas quel autre film. Oui, bien sûr. Cette envergure, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Il y a des belles idées comme ça. Cool. Mais en sachant que c'est un film qui est un film, enfin, comment dire? C'est un film qui raconte un film d'action. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est le film d'action, mais on sait que c'est un film qui a donné naissance au jouet, tu vois, qui est dans l'univers de Toy Story. Tu vois, du truc ou quoi. Non, pas du tout. Mais on sent que c'est oui, effectivement, un film qui a été fait pour faire le merchandising de Buzz l'éclair, mais dans le monde de Toy Story. Il voilà, pas tout seul le film, c'est ça, en fait. Ouais, et du coup tu le sens en fait quand tu le regardes. C'est ça. Ok. Donc voilà, mais après c'est très très bon divertissement, très bonnes idées. Il y a des trucs très drôles. Voilà, comme d'hab, les sidekicks, justement le petit robot, il est très drôle. Le petit robot chat, il est à crever de rire. Je vous dévoile rien parce que voilà, ça va faire des petits spoilers. Spoilers, bien sûr. Ok. Mais voilà, je reste sur ma faim. Ça défonce pas, ça détruit pas, ça ne chie pas à la gueule de Toy Story. Ouais, ce qui est pas mal déjà, effectivement. Voilà, parce que j'avoue que j'avais un peu peur de ça. Ok. Mais non. Ça va, ils ont été suffisamment intelligents dans l'écriture, etc. D'ailleurs, les producteurs, c'est entre autres Pete Docter, donc voilà. C'est pas un spin-off dégueu, quoi. C'est pas un spin-off dégueu du tout. Ok, cool. Voilà. C'est quand même plutôt positif. Mais ce n'est pas le meilleur Pixar. Ouais. Moi, Pixar et Disney, c'est un peu le. Bah, de toute façon, t'as fini sur Buzz? Oui, j'ai fini sur Buzz. Comme ça, je vais enchaîner sur notre catégorie d'après, qui était un peu le résumé global du festival. Mais Disney, Pixar, on a bien senti quand même cette année-là qu'ils sont derrière, tu sais, Disney, Pixar, c'est un peu, surtout Disney, mais Pixar ont eu un peu le même chemin d'ailleurs quand même.
ils ont une espèce de une dizaine d'années, une décennie comme ça où ils sont au top, puis une décennie où ça chute, une décennie où ça remonte, une décennie où ça chute, etc. Et ben là, ils sont en plein, tous les deux, dedans, quoi. C'est On est dans le creux de la vague. Ouais. Ah putain, Pixar ne font que des suites et des spin-offs. Disney ne fait que des trucs. Bah, des suites et des spin-offs. Non, on parle de Marvel ou pas? Il y a eu Encanto, il y a eu Luca, il y a eu. Oui, tu vois, c'est vrai. c'est là où j'exagère un peu, mais quand même, en tout cas sur ce festival, moi, tous ceux que j'ai croisés m'ont tous dit, ouais, bon, Disney, Pixar, là cette année, c'était un peu les chaussons, on s'est pas trop foulé, quoi. Il y a pas de truc révolutionnaire, et même le seul truc qui devait être révolutionnaire, ou en tout cas un petit peu nouveau, qui était Strange World, pour ceux qui connaissent, donc c'était le prochain long de Disney, où ils sont dans un univers hyper, c'est un espèce de film d'aventure avec des extraterrestres de partout et tout machin. Et ben, et des mondes étranges. Voilà, et ben même ça, en fait, ben les gens ils ont été déçus parce qu'ils ont en fait finalement montré la série Zootopia plus, Baymax sur Disney plus, et ils ont pas trop parlé du film. Voilà, au final. On continue dans la franchise et ouais, voilà. Et puis même, moi, ce que je te disais juste avant qu'on enregistre, hein, pour moi, il y a des grands absents dans ce festival. Ce qui est pas plus mal, hein, ça a donné de la place à des petits, tu vois, qui sont devenus grands. Mais que ce soit bon, Illum sont venus avec Mignon 2, mais c'est tout. Fortiche sont venus, ils n'ont rien montré de particulier. Ils ont rediffusé un épisode de la saison 1 et il y a eu une conférence sur le recrutement. Mais il n'y a pas eu de, tu vois, de petits teasers sur la saison 2, etc. ou quoi. Oui, ou de making of, ou d'explications, exactement. De machin, tout ça. Y a qui d'autre encore que j'avais pensé donc Disney Pixar qui finalement, bon, on avait que Buzz, entre guillemets que, hein, parce que voilà, faut pas non plus minimiser ce qu'ils font, ça va. Il y a pas DreamWorks. Il y avait le Chapeauté 2, mais que personne ne m'en a parlé. Personne m'en a parlé, tu vois. Et finalement, c'est Netflix qui a complètement chopé la vedette, quoi. C'était et avec leur premier showcase dont on a parlé dans l'émission d'avant. Exactement. Donc voilà, moi c'était le premier feeling général sur cette Annecy. Il y avait beaucoup de belles choses, beaucoup. Mais c'est marrant, ça venait pas forcément des plus grands, comme on a l'habitude. Moi, c'est ce que je te disais encore une fois avant. En général, je viens à Annecy, tout le monde me parle de « putain, t'as vu le dernier Disney, t'as vu le dernier Pixar, t'as vu le dernier DreamWorks, t'as vu le dernier machin, t'as vu le dernier truc ?» Et en fait, c'était que des trucs un peu épars. T'as eu Skydance d'un côté, t'as eu Oni, donc t'as eu Netflix et puis machin. Et puis bon, Netflix est un gros maintenant, on peut le dire quand même. Oui, bien sûr. Ça y est, sûr. ils font partie de la cour des grands. Ils ont encore 2-3 preuves à faire avec des projets qui vraiment vont tabasser la tronche. Mais ça risque d'arriver manifestement, donc voilà, on va voir. Et j'ai été étonné de ne pas voir du tout mentionné Amazon. Ah oui, tu me disais ça, oui. Ouais. Ils ont parce que leur division entre guillemets animation n'est pas énorme, mais enfin je pense qu'ils ont des trucs sous le pied. Peut-être pas encore prêt à montrer. Peut-être pas prêt à montrer, je ne sais pas, mais en tout cas Amazon Prime n'a pas du tout, enfin Amazon Studio plutôt, n'a pas du tout montré le bout de son museau. D'accord. Donc à voir. Alors après Disney, attention, hein, parce que Disney c'est une énorme famille. Ouais. Alors il y avait Disney Télévision, il y avait Disney Channel, il y avait Disney, ils avaient plein de séries de machin. Bah on a parlé de Proud Family machin, ils en ont 250 millions, mais voilà. Alors c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est ce que je te disais. Désolé, je te coupe, mais non, mais c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que oui, d'accord, Disney ils ont des trucs, mais de toute façon ils sortent 4 films à la minute, donc forcément ils ont des trucs. Maintenant, est-ce qu'ils ont un truc qui vraiment crée une hype de fou, comme c'était le cas il y a 5-10 ans? C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, donc il va falloir qu'ils se ressaisissent à mon avis. Et j'ai été très étonné aussi de ne pas voir de court-métrage de chez Pixar, parce que d'habitude, ils ont pour habitude quand même depuis justement 1980, dans les années 90, début 90, donc avant Toy Story, puisque c'est grâce à Annecy, je vous le rappelle, que Pixar s'est montré au monde. Ils ont montré leur premier court-métrage, il me semble de mémoire que c'était Teen Toy. Ouais. À Annecy, et c'est là ils sont venus, ils étaient venus tout petits, machin, en disant on a un petit truc à montrer, voilà, un petit peu en catimini, parce que personne les connaissait, forcément. Et puis personne connaissait la 3D en plus. Personne connaissait la 3D et tout ça, et ils ont montré ce qu'ils ont fait, et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'aventure Pixar. Et ils avaient pour habitude, justement, de dire, on met un court-métrage Pixar en avant-première mondiale, toujours au Festival d'Annecy. Et c'était l'espèce de rendez-vous incontournable où tout le monde se battait avec des heures de queue pour aller là, et avec les goodies et machin. Et là, zéro court-métrage Pixar. Là, tu nous as parlé de la conférence Renderman, normalement c'est là que ça se passe. Exactement. Et la conférence Renderman, il y avait un mini court-métrage, mais fait par Dylan Sisson, pardon, je crois que c'est ça, le marketeur le technico-marketeur de Renderman. Ouais.
de Pixar. Mais c'est lui qui l'avait fait mais juste pour montrer en fait les nouvelles features de Renderman 24. Mais c'était tout quoi. Il avait vraiment fait un truc en plus un peu à l'arrache. Enfin voilà. Du coup, dommage. Puis au niveau goodies, c'était non mais sans faire le rapia et le mec qui veut des trucs gratos, mais habituellement c'est un peu Disney qui arrose quoi. Et là il y avait pas grand chose. Il a distribué 3 sacs de goodies. Les et tote bags, tout le monde a quoi. 12 tote bags je pense en partant d'ici là. Alors oui, alors au niveau des goodies, oui, on a eu beaucoup de tote bags, des bonbons aussi. J'étais très étonné. Ils distribuaient des bonbons partout. Le stand de Micros par exemple, c'était Candy Lab, ça s'appelait leur thème de Micros Animation, et il y avait du bon bec de partout. Au showcase de Netflix, on a eu quoi? Une boîte de bonbons. Exactement. Voilà, donc c'était rigolo. Ouais. Bah écoute, à part parce que là on a fait un gros créneau Disney, Pixar et tout le bazar. Ouais. Moi l'énorme tendance du coup, et ça rejoint un peu ça, c'est que finalement, ce qui est super intéressant, c'est que je disais qu'il n'y avait pas les grands, bah il y avait pas non plus ni Hardman et Laika par exemple, qui sont des gros studios de stop motion. Il y avait Hardman, hein. Oui, ils avaient un petit stand, mais tout petit. Truc. Ouais, et ils ont présenté un court métrage aussi dans une sélection. Je crois que Vincent nous en a parlé dans l'émission précédente. Mais il y avait donc 5 ou 6 longs métrages ou séries de stop motion à vraiment un sacré haut niveau. Oui. Ce qui est vraiment cool. C'est vraiment super cool parce que c'est pas une technique qui coûte peu d'argent. Et aujourd'hui, on aurait pu croire que c'était un truc qui allait être à l'abandon. Non, pas du tout. Ça a un gros regain là, cette année. On en a beaucoup. Et donc, moi, c'était pour moi un gros mouvement. On a vraiment vu beaucoup de choses en stop motion. Et qui nécessite de la CG également. Avec un mélange de deux et tout. Ouais, carrément. Bah, ne serait-ce que, par exemple, le Pinocchio de Del Toro, hein, dont j'ai parlé à la dernière mission aussi. Voilà, il y a effectivement il y a quelque chose. Et en plus de qualitatif, vraiment vraiment chouette, avec des gens qui veulent faire, qui poussent ça vraiment super loin. Donc c'est cool. Oui, c'est vrai. Moi j'ai trouvé aussi que, et on en avait parlé en introduction, enfin en début, en tout premier sujet de notre toute première émission sur Annecy, justement le côté de la place des femmes dans l'industrie, entre autres des femmes, hein, mais des différentes communautés avec toutes les lettres et le plus à la fin. Et non, c'est pas Disney+, hein, c'est LGBTQ+. Ah oui. Mais il y avait beaucoup, sans mettre en avant de manière à faire alors pas du greenwashing, mais j'ai envie de dire du woman washing. Oui, un peu bizarre, C'était pas ça, c'était vraiment de dire oui, on a les talents féminins sont là autant que les talents masculins, et de les mettre quand même en avant et de dire oui, les talents féminins sont là en matière de réalisatrices qui sont venues expliquer leur court-métrage ou leur long-métrage, etc. De production, d'animation, de tech aussi. Scénariste, etc. Donc mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même une espèce de volonté de montrer l'équité. Oui, alors j'irais même au-delà de ça, hein. Moi je pense que ça y est, c'est un peu ce qu'on disait justement dans Women in Animation, c'est ce que les femmes qui étaient là-bas voulaient dire, sous-entendre. Il y a des choses qui ont avancé en fait, et ça se voit. Les personnes qui viennent sur scène pour parler des films et qui sont censées être des réalisateurs, des scénaristes, des cadreurs ou je ne sais quoi, sont maintenant des réalisatrices, des cadreuses, des scénaristes, etc. Ça se mélange en fait, ça se mélange beaucoup. Ils ont pas besoin de mettre le doigt dessus. Et puis voilà, les personnes se pointent et en fait on le voit naturellement, et ça c'est cool, c'est super rafraîchissant. Bon, ça n'a pas non plus empêché quand même certaines conférences d'être très très cringe, et je vais revenir sur Disney encore une fois, hein, voilà, désolé, hein, pendant que je regardais Oni, j'ai des amis à moi qui sont allés voir la conférence Disney, c'était affligeant on met en avant toute notre diversité parce qu'en fait on a dit des grosses conneries cette année et on a besoin de se racheter, et plutôt que de dire voilà, on a tel projet avec telle personne, cette personne va vous parler du projet, etc. Elle a été mise en avant pour dire merci vraiment Disney de nous laisser la parole, etc. Donc il y a un côté encore, c'est bon, on a compris là, allez, on avance maintenant, faites-le, montrez que vous faites des projets qui défoncent, nous on le voit, on n'est pas débiles, comme tu l'as dit, tu viens de le dire, on le voit qu'il y a des femmes, on le voit qu'il y a des personnes d'origine du monde entier, de genres différents, etc. Il n'y a pas besoin de le pointer du doigt. Ouais. C'est bon maintenant, on avance. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, c'est un énorme point positif, je suis d'accord avec toi. Il y a encore certains domaines, certaines conférences qui étaient un petit peu bloquées là-dessus. Bon, j'imagine que c'est normal, c'est aussi il faut du temps pour que ça change. Mais bon voilà, point positif, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment
Mais Vraiment souvent cool. après dans ce genre de sujet, faut insister un peu au début, être un peu lourdeau, et puis après la balance se rééquilibre. Oui. J'espère que la balance va se rééquilibrer rapidement parce que je pense que tout le monde a compris et que tout le monde est d'accord avec ça. Surtout que ça commence à énerver les gens. Je te disais, les gens qui sont sortis de cette séance là justement de Disney étaient vraiment en mode bon putain là ça commence à se voir vraiment quoi. Arrêtez, ça nous saoule. On est venu pour parler d'animation, on n'est pas venu pour juste dire ah oui Disney vous êtes incroyable. C'est complètement. Bon. Il y a un petit équilibre à trouver quoi. Et puis autre tendance aussi, moi j'ai été extrêmement étonné de ne pas voir un stand Autodesk. Ah oui, il n'y avait aucun stand Autodesk. Alors que pourtant t'as Unity, Unreal, Houdini qui sont là à donf quoi. Alors Houdini non, parce qu'ils avaient pas de stand SideFX, mais en tout cas, quoi, tu vois. oui, ils étaient, ils avaient un accent dessus. On est d'accord. Combien de fois on a parlé? Tu te rends compte de combien de fois on a parlé de ces trois trucs là? Ouais. Là, même entre nous, toute la semaine. Exactement. Maya, peanuts quoi. Maya 0, enfin Autodesk en général 0. Donc voilà, donc il y avait cette tendance là de montrer le temps réel. Alors oui, parce que c'est des nouveaux acteurs, comme j'ai dit tout à l'heure quand on a parlé de Unity. Oui, Maya n'en a pas besoin. C'est des nouveaux acteurs, c'est machin, c'est des nouvelles technologies, c'est des nouvelles manières de créer, de filmer, de filmer, oui, et de travailler. De manière globale. Donc ça révolutionne un petit peu le workflow et le pipe pour certaines choses. Attention, c'est pas pour l'anime traditionnel, machin et tout. Je pense qu'il y a justement des nouvelles choses, des nouveaux médias, pas forcément des nouveaux médias, mais en tout cas des nouveaux contenus, voilà, qui émergent avec justement les nouveaux acteurs, Unity, Unreal, et tout ce qui est XR. Donc tout ce qui est augmented reality et virtual reality dont on a déjà parlé dans les autres émissions. Si vous ne les avez pas écoutées, écoutez-les, c'est formidable. Alors, voilà, donc il y a ces trucs-là. Donc c'est des nouvelles expériences, c'est des nouvelles choses à faire, des nouvelles activités en plus. Mais c'est la question que je me suis posée, tu vois. Est-ce que finalement dans le festival d'Annecy, il n'y a pas toujours cette partie-là où de toute façon c'est toujours de la recherche, il y a toujours plein de choses où les gens ils ont envie de faire plein de trucs et donc il y a plein de petites conférences comme ça et tout. Et je te dis ça pourquoi? Parce que on m'a rapporté, évidemment je citerai personne, que les personnes par exemple qui étaient une bonne partie des personnes qui présentaient le truc Unreal qu'on a vu ensemble, c'était quand même des vendeurs de tapis. Ils avaient la réputation d'être un peu, mais je veux dire dans notre domaine, qu'ils avaient la réputation d'être des beaux vendeurs, mais qu'en fait derrière souvent tu te rendais compte que ça suivait pas quoi. Si simple que ça quoi. Et donc et c'est marrant parce que c'est un peu le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu la conférence d'Unreal notamment. Donc je me méfie, j'espère que c'est des choses qui vont pouvoir vraiment se développer et qui vont arriver l'année prochaine avec des vrais trucs complets et que voilà, que ce sera vraiment des belles alternatives à Maya et qu'on pourra faire des trucs stylés, nouveaux et rafraîchissants. Ça, ce serait trop bien. Ce serait vraiment cool. Ouais, complètement. Donc voilà, à suivre, peut-être l'année prochaine au festival, on le couvrira peut-être. J'ai envie de dire que n'hésitez pas à vous exprimer les bipèdes, de nous dire si déjà ça vous a intéressé nos émissions. Oui. On a tenté le truc, on a tenté l'aventure d'Annecy et de le faire comme on l'a fait cette année. Ça a été, je vous le cache pas, énormément de boulot, énormément de fatigue. On l'a fait avec grand plaisir, bien évidemment, et ça a été super. C'est merci les gars. Ça a été merci génial. À toi, Doc, merci Vincent qui n'est pas là sur ce podcast. Djeko, bien sûr. Mais alors donc si ça vous a plu comme on a fait, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça qu'on le refasse peut-être l'année prochaine. Je sais pas si on fera Annecy tous les ans, j'en sais rien. Ouais, on pour l'instant, on se projette pas du tout. On va voir les retombées, donc surtout dites-nous ce que vous en avez pensé de notre manière de fonctionner. J'aimerais aussi attirer l'attention sur l'organisation du festival. Parce que là, ça se termine, va y avoir la cérémonie de clôture ce soir, on va pas y assister puisqu'on va se barrer parce qu'on n'en peut plus. Mais l'organisation, moi j'ai trouvé qu'elle était très bonne. Des petits trucs un peu dommages à propos de la réservation. Oui, il y a des choses qui il n'y avait pas changé. D'application par exemple. Il y a des choses qui ont changé, notamment ça. Effectivement, pas d'application cette année, on sait pas pourquoi, alors que ça marchait très bien avant le Covid et tout. Mais ce qui n'a pas changé, effectivement, c'est
Voilà, faut le savoir. Quand on vient à Annecy, on va pas pouvoir tout voir. Il va falloir se lever, être au taquet au moment où les réservations sont ouvertes pour réussir à choper ces trucs. Donc il faut annuler tous vos rendez-vous professionnels, être devant l'ordi à 15h pile, avec tous les onglets ouverts et faire F5 pour récupérer les pauvres places. Pour réserver, tu veux dire, pour réserver quand la billetterie ouvre. Exactement. Ouais. Donc ça n'a pas changé. Les files d'attente sous le cagnard. Qui vont jusque dans la rue à Bonlieu. Voilà. Avec les séances qui se chevauchent aussi, et que si jamais t'arrives pas 10 minutes avant la séance, ta réservation elle repart et elle est libre, et du coup les gens qui n'ont pas de résa rentrent avant toi, alors que t'as payé une accrède à 220 balles, donc tu les as comme ça, tu vois. Alors ce n'est pas notre cas, parce que nous on a eu la chance d'avoir l'accréditation presse qui nous a été livrée par Annecy, par le festival. D'ailleurs, on les remercie. S'ils nous écoutent, évidemment. merci d'avoir considéré notre petit podcast comme un organe de presse. On vous remercie et voilà. Évidemment, ça nous a permis de faire tout ça et c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées. Il faut le savoir. Faut juste le savoir parce que pour autant, ça n'a pas empêché non plus le plaisir, je pense. Bien entendu. Et notamment grâce aux bénévoles, grâce au fait que c'est quand même bien ficelé et qu'il y a plein de trucs partout, très différents aussi. Moi, c'est la programmation surtout que je trouve vraiment cool. Énormément de variété. Ouais. Voilà, il y a une part technique, il y a une part d'animation, il y a une part même d'exposition, de musée, de machin. Enfin, donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et même s'il y a une partie marché, j'en parlais avec des gens tout à l'heure. Même s'il y a une partie marché international du festival, du film, voilà, c'est pas non plus devenu Japan Expo, quoi. C'est pas 50 boutiques qui essaient de te vendre des goodies et des dessins. C'est vraiment des rencontres de professionnels à professionnels, de particuliers à professionnels. Il y a la petite partie évidemment étudiants vers vers les boîtes, mais voilà. Au niveau de l'organisation, moi j'ai trouvé ça aussi très chouette, quoi. Moi j'ai été vraiment extrêmement agréablement surpris. Moi, ça fait 8 ans que j'étais pas venu. Extrêmement agréablement surpris de la gentillesse du staff. Ouais. Que ce soit des bénévoles qui sont pour la majeure partie étudiants, etc. Grave. Voilà, toujours gentils, souriants, accueillants. On leur demande un truc, ça répond tout de suite. Enfin, c'est vraiment super gentil. Alors qu'ils étaient sous 35 degrés toute la semaine. Et ils étaient sous le cagnard à attendre des fois quand à biper les badges à l'entrée du MIFA sous la cagne. Voilà. Ouais. Franchement, respect à vous parce que ça devait vraiment pas être facile cette année. Hein. Ouais. Vraiment pas facile. Et même au niveau du bar, au niveau du service de sécurité aussi. Moi, plusieurs fois, j'ai discuté rapidement, ou déconné avec le service de sécurité. Voilà, tout le monde était vraiment très, très, très sympa. L'ambiance est vraiment très, très, très bonne. Très donc, chill. Même, bravo. On en parlait même, tu sais, entre nous, entre professionnels et tout. Il y a vraiment un côté. Ok, on est tous là en mode pro, on vient bosser et tout, mais tout le monde est en short, chemise. C'est ça. C'est chill. C'est vraiment chill. Évidemment, si tu viens pour vendre un projet, ben là, t'es beaucoup plus dans une ambiance canoise, j'ai envie de dire presque. Mais si tu viens comme ça, c'est vraiment, il y a pas de côté prout, j'ai ma cravate et tout. Déjà, tu les vois à 10 km puisque c'est les seuls qui sont habillés en cravate. Oui, puis qui suent comme des porcs. Voilà. Très bien. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment super chouette. Je suis d'accord avec toi. Non, l'organisation, bravo à Citia, parce que c'est eux qui organisent. Et on va essayer quand même, moi j'aimerais bien, hors Festival d'Annecy, faire une émission avec ces gens-là, voir comment ça se prépare un festival comme ça, parce qu'effectivement c'est énorme, et comment est-ce que ça s'organise? C'est un voir truc les de limitations, malade. c'est une petite ville Annecy quand même, c'est Voilà. pas non plus un truc avec 50 complètement. salles de cinoche, donc ouais, c'est ça va être Complètement. galère. Ouais. Et puis comme tu disais, avec l'ambiance cool, Raoul, on fait des rencontres de dingue. Ouais, ça c'est forcément l'autre gros point du festage, quoi. Et on connaît quelqu'un qui va te faire rencontrer un tel, qui va parler avec le directeur de machin, le directeur de truc, moi j'ai pu parler à des gens très haut placés chez Unity, chez SideFX, chez des réalisateurs de films, des machins. Mais alors vraiment comme le podcast, quoi. C'est ce que j'allais dire, toi qui l'as fait beaucoup plus que moi, c'était vraiment ça t'a paru naturel ou c'était vraiment que du biz, tu vois? Bah tu sens qu'il y a quand même des fonds de bise. Ouais. Oui. Mais quand tu rencontres des directeurs de studio et que t'as rien à vendre, enfin je veux dire t'as rien à vendre et tu ne te vends pas, etc. et que c'est acté dès le début, enfin je veux dire c'est pas un entretien d'embauche, mais que les gens ils vont parler de leur business, de ton business, de ce que tu fais professionnellement, de comment tu vois le festival, qu'est-ce que machin, tiens une petite anecdote par-ci, une petite anecdote par-là, et puis ça va lâcher des petits trucs du studio, du machin, et c'est vraiment c'est vraiment cool pour ça, parce que si vous n'êtes jamais venu au festival,
venez, faites l'expérience. Oui, c'est un budget. Oui, c'est un peu de sous, faut s'y prendre à l'avance, etc. Faut booker, faut machin. Mais franchement, une fois qu'on y est, c'est vraiment tout bénef pour vous, parce que vous allez vous cultiver, vous allez apprendre plein de choses, peu importe le niveau que vous avez, l'expérience que vous avez. On a toujours des trucs à retenir du festival. Ça nourrit en relation, alors, et je vous dis pas en forcément culture, que professionnel, humaine et tout, bien sûr. Voilà, humaine, exactement. Bien sûr. C'est vraiment top pour et ça. vraiment, pour ceux qui se posent la question tous les ans, est-ce que ça vaut le coup d'être loin ou pas? Si vous avez une voiture, bien entendu, c'est vraiment confort. Franchement, c'est vraiment confort. Nous, on était à 20-25 minutes quand même du centre. Oui, une petite vingtaine de minutes, ouais. Ouais, forcément selon les bouchons. Donc c'est relativement bouchonné quand même, de manière générale. Ça, faut en avoir conscience. Sauf en vélo. Venez, il y a énormément de vélos. J'ai cru qu'on était à Amsterdam à un moment. Voilà, avec les 35 degrés toute la semaine, ceux qui étaient en vélo, ils ont dû en chier, hein, vraiment. mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours été au centre, toujours. Et ben franchement, pour le prix qu'on a payé, le truc qu'on avait et tout, faites ça à plusieurs et tout. Et alors, bon, ça demande une petite organisation, parce que s'il y en a un qui a envie de picoler et l'autre non, voilà. Nous, on a eu du bol, on a réussi à s'accorder comme il fallait. Voilà. Mais c'est vraiment faisable. Et c'est même, je vous conseille même. Parce que franchement, sortir après de l'euphorie de tout ça, se poser le soir, t'es vu sur le lac, sur ton petit balcon et tout, sans non plus mettre 5000 balles non plus dans un chalet de fou, c'est possible et ça vaut vraiment le coup. Vraiment, c'était vraiment chouette. Ouais, exactement. Et du coup, on va en profiter pour remercier quand même pas mal de personnes. Alors, je préviens tout de suite, il n'y a aucun sponsor, on ne touche que dalle. Oui. C'est juste parce que on a passé une semaine de malade et on s'est surtout bien éclaté et on a eu des facilités. Pas parce qu'on était presse, pas parce qu'on était podcast machin, pas parce qu'on est sup ou dans un studio ou quoi. D'ailleurs, tu sens qu'il n'y a pas de grosse diff. Hein. Oui. Mais vraiment parce que les gens ont été cool avec nous. Et ces gens sont alors dans l'ordre, les nominés. Non, alors mention spéciale à Steve, le concierge de l'Impérial. Alors on vous raconte la petite anecdote rapidement. Vas-y. Allez, donc le premier jour on arrive et tout, on cherche un endroit pour se garer. On sait pas trop où se foutre et tout. Et puis on arrive à l'Impérial et puis donc qui est l'hôtel principal à côté du MIFA et on arrive le gros hôtel casino pour les riches à Bagous. Exactement. Et on est là, on commence à parler avec ce gars et tout, et on est là, bon, est-ce que vous pensez qu'on peut se garer et tout, et on est là, il nous fait, oh oui, certainement, il n'y a pas de problème, vas-y, de toute façon, il y a 95% de place, allez vous caler en bas et tout, et puis tous les jours vous viendrez, vous direz que ça vient de la part de Steve, et puis ça ira très bien. Puis tout d'un coup, il nous sort quoi? Il fait, par contre, je viens de sortir un EP, ça s'appelle Hatch, H-A-T-C-H, voilà, on vous mettra le lien Spotify dans l'émission, parce que c'était vraiment sympa en plus ce qu'il faisait, et donc voilà, une rencontre super cool, super étonnante. Et voilà, on tenait à lui faire un petit big up parce que c'était quand même vraiment cocasse quoi, comme truc. Alors après, ne le faites pas, hein, ne venez pas à l'Impérial l'année prochaine en disant oui non mais Steve, il a dit qu'on pouvait se garer là. Non, là c'était vraiment exceptionnel, presse machin et tout. Mais voilà, en tout cas un petit big up effectivement à Steve parce que ça nous a bien fait marrer et il est très sympa. Et c'est pas justement aussi prout qu'on le pensait l'hôtel Impérial. Oui, grave. Ouais. 3DVF aussi avec qui on a vachement sympathisé et potentiellement des petits projets avec eux. Si vous connaissez pas 3DVF, voilà. Teasing. Allez-y. Yes. Mais puisque c'est pas ni des concurrents mais c'est des journalistes, hein, c'est un vrai blog de journalistes. Voilà, c'est un vrai journal en ligne sur la 3D, si vous ne le connaissez pas bien évidemment. Et du coup, voilà, on a vachement apprécié aussi l'intégration et la prise en considération de notre podcast en fait. Oui. Donc ça c'est cool, merci les gars. Merci à l'équipe, la brasserie du parc parce qu'on y est et qui sont cool et qui nous ont apporté de l'eau fraîche et qui nous accueillent. Et la note. La note aussi, Ouais, on est d'accord. D'ailleurs merci Néo de l'avoir réglé. On vous cache rien dans ce on vous dit tout. C'est l'émission où on déballe parce qu'on a les nerfs qui lâchent. Ouais, voilà. Alors petite mention spéciale à un torréfacteur. qui est pas très loin de la brasserie du lac justement, qui s'appelle Origine. Si vous êtes à Annecy ou si vous passez à Annecy, franchement allez-y parce que ça nous a fait à un moment avec Djeko, on était un peu fatigué du bruit et tout ça, et on est rentré là et on a bu un café dans un calme olympien avec une
une clim à hyper bonne température et on a bu un café absolument merveilleux avec la personne qui était là qui tient la boutique, qui nous a expliqué les cafés. On a discuté dans une ambiance très détendue, très sympa et on a eu une demi-heure de calme, mais je peux pas vous pouvez pas vous imaginer à quel point nous étions je rappelle heureux qu'il a dit que ce n'était pas sponsor, hein. non, pas du tout. En plus, je leur ai acheté des trucs. Non, ils ont des trucs super en plus, très très bons. Bref, voilà, c'est Origine. Je mettrai le lien quand même. Bien sûr. Merci à nos invités de podcast qu'on a fait un peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache. Disons que ça a été improvisé en fait ces podcasts. C'était pas prévu. Ils se sont tenus dispo et tout. Ouais. Donc ils vont être dispo pour les patriotes entre autres. Voilà, machin. On les nomme quand même. Merci Lise-Marie. Merci Dorian. Ariane. Ouais. Merci Dorian. Merci Dorian et Zoé. Bien sûr. Voilà, donc vous écouterez les émissions, elles sont vraiment top. Donc merci à eux et merci à Range Computing aussi parce qu'on avait fait une émission sur leur stand qui nous ont qui nous ont prêté leur stand pendant l'espace de 3 quarts d'heure. Vraiment à l'arrache à débarrasser la table, à foutre les micros là et en avant quoi. C'est ça. Merci à tous. Donc comme on a dit, merci à toute l'organisation du festival de Citia, des bénévoles et tout. Vraiment merci et bravo. Et puis merci pour les soirées parce que quand même on va vous, alors là c'est la petite partie un peu post-générique machin Marvel bidule, parce qu'on a fait des soirées, parce que oui, Annecy c'est un festival, Annecy c'est du business to business, Annecy c'est des plein de choses artistiques et créatives, etc., techniques et tout, mais c'est aussi les cocktails le soir, les barbecues et tout. On a fait des barbecues avec Dwarf et Andarta, on les remercie et c'était cool, on a rencontré plein de gens cool, dont des gens qui font du podcast, dont des gens qui font des auteurs, etc. Donc voilà, on rencontre aussi des gens comme ça, totalement impromptument et avec des rencontres formidables. On a fait le barbecue Fortiche, donc qui était très select, hein, très voilà. Fallait montrer pas de blanche. Il fallait avoir l'accès. Voilà, fallait avoir l'accès. Et pareil pour. Y a pas que, voilà. Et pareil pour le barbecue Disney, parce que j'y étais. Voilà, avec un gros Buzz l'éclair, taille réelle, enfin taille humaine. C'est là que j'ai pris la photo de Buzz, moi. Non, pas du tout. C'était au barbecue Disney, okay. qui était super bon et tout ça. Ah, par contre, j'étais super déçu. Il y avait 0 goodies, 0 tipote, rien du tout. Ça lui tient à cœur. Il l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. Vraiment les goodies, quoi. Il est venu que pour les goodies. Exactement. Je suis un gros rat, moi, monsieur. Non, c'était vraiment. Non, mais c'était top quand même. Donc voilà, donc merci à tous. Merci à tous. On a passé une semaine absolument magique, épuisante mais magique. Merci à tous ceux qui ont réagi à toutes les stories, merci à ceux qui ont laissé des messages, merci à ceux qui nous ont reconnus, qui nous ont pas reconnus, merci à tous ceux qui écoutaient déjà avant et qui nous ont dit, on était assez surpris quand on distribuait les flyers de dire « Oh oui, je connais, machin ». Et on était aussi surpris qu'eux. Oui, c'est ça. Et très bien, donc merci encore à tous, merci à tous ceux qui vont encore nous suivre longtemps, on espère que ça vous a plu. Ouais. Il y a, je le rappelle, 3 parties à ce podcast, c'était la dernière. On en a fait 1, 2 et 3. Il y a 3 interviews supplémentaires qui vont sortir. Exactement. Voilà. Une qui sera tout public et les 2 autres qui seront uniquement pour les patriotes. Voilà, exact. T'as tout dit. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus ? C'est une très belle conclusion du coup, je pense. Mais oui. Voilà. On peut finir avec des bruits de bulles si tu veux. Et des lapins. Ça va être tout noir, ta gueule. Bref, non, mais en plus, c'est vrai que l'ambiance est top pour ça. Ouais, c'est clair. Bon, allez, les bipèdes, on arrête de vous faire. Si vous étiez pas en plus au festival d'Annecy, vous êtes en train de dire, il se la pète, il faisait beau, il prenait des cocktails et tout. Voilà, c'est ça. Bon, enfin, en tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Répandez la bonne parole. J'insiste un peu sur le fait de abonnez-vous au podcast, comme ça vous avez les podcasts qui arrivent directement dans votre appli de podcast, c'est top. Parlez-en autour de vous, surtout, c'est comme ça qu'on se fait connaître, parce qu'on est nul en marketing et en com. Ouais. On essaye de faire des efforts, on fait des progrès, on essaye de faire des plans de com, des trucs, à se dire tiens, faudra faire ça, puis voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, et merci aux nouveaux auditeurs aussi. Évidemment, merci à Djeko, merci à toi Doc, c'était incroyable. Mais merci à toi Léo. Vous avez rendu ça très simple, plus simple que vu la difficulté et le bordel. Donc merci, c'était vraiment super cool.
En plus, t'étais notre taxi, notre conducteur, quoi. Donc, Oui. on était là avec Jake en train de dire, c'est cool quand même d'avoir un conducteur et tout. Voilà, vous m'appeliez Hubert d'ailleurs la semaine dernière. Non, mais en tout cas, voilà. Gros bisous les bipèdes et à bientôt pour des nouvelles émissions. À la prochaine. Ciao. Ciao.